sommes ici dans la salle des trophées. Il y a cette maquette qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Pas besoin de drone là pour voir le château d'en haut. Parlez-nous de l'architecture de cette demeure. Alors, quand mon ancêtre a acheté les terres de Parentigna, il existait un quadrilatère avec 4 tours. 2 d'entre elles ont disparu, qui étaient à cet endroit, avec une muraille d'enceinte et des corps de bâtiments qui sont actuellement englobés dans l'aile nord. Tout ça, c'est probablement entre 1707 et 1720, d'englober tout ça dans cette aile qui a été faite au XVIIIe. Là aussi, il y a des bâtiments qui sont un petit peu plus anciens. Donc c'est pour ça que le château est légèrement, n'est pas très symétrique, est un petit peu de travers. Et il a créé cette demeure qui est assez atypique pour l'Auvergne. Beaucoup de petits châteaux auvergnats sont des forteresses qu'on a un petit peu anoblies au XVIIIe en créant des grandes fenêtres, en les rendant plus vivables. Là, ils ont vraiment décidé de faire quelque chose qui ressemblait plutôt à un château d'Île-de-France. C'est donc cette forme en U avec les 2 écuries qui nous ont valu le surnom de Petit Versailles auvergnat. Date importante, 1789, le château est épargné, c'est la Révolution française. Il traverse ce moment compliqué de l'histoire de France. Alors, pour plusieurs raisons. Mon ancêtre, qui s'appelait Anne-François de Lastic, s'était retiré de la cour en 1780. Il était très lié avec le général de Lafayette et en fait, au moment de la Révolution, il s'est engagé dans les armées révolutionnaires avec Lafayette, aux côtés de Lafayette. Et il y a d'ailleurs une inscription sur le moulin qui explique qu'il a mis à disposition un atelier de salpêtre, donc pour faire de la poudre, libre et républicain. La première partie de la Révolution, c'est un peu grâce à ça que Parentigna a été épargné. Après, le régisseur, il a émigré en 1792, au moment où Lafayette est parti aux États-Unis, lui est parti en Angleterre, et le régisseur a tenu Parentigna, et Parentigna a traversé la Révolution sans aucun encombre, jusqu'à que sa petite fille récupère Parentigna en 1803. Et maintenant, je vais vous montrer l'envers du décor. Ah, d'accord. Effectivement, c'est pas tout à fait la même chose que dans les autres pièces. Et ça continue. Un véritable labyrinthe. Effectivement, ça ressemble pas tout à fait au reste du château. Là, c'est l'aile nord. C'est l'aile nord, en fait, qui a été très abîmée au 19e parce qu'elle a été louée à des haras. Il y a eu de grosses transformations, des appartements qui ont été entrecelés pour doubler la surface. Il y a un incendie en 1822 qui a ravagé toutes les toitures et cette partie-là n'a pas été restaurée. Mais je voulais qu'on vous voyez cette aile parce qu'en fait, quand j'ai hérité de Parentigna, l'escalier d'honneur était dans le même état. En 88, quand votre papa décède, Georges de Lastic décède, il vous lègue forcément le château, et le château ressemble à ce que nous voyons ici. Il a fait tous les travaux, je dirais, ennuyeux, des travaux de toiture sur le parc lui-même, des drainages, mais en fait, il n'a pas eu le temps de s'attaquer à l'intérieur. Une question très simple. Quand on hérite d'un château, n'est-ce pas un cadeau empoisonné? Alors, c'est un cadeau empoisonné. C'est pour ça que je ne souhaite pas le laisser ni à mes neveux et que je souhaite en faire une fondation parce qu'au XXIe siècle, c'est plus possible. C'est trop grand, c'est inchauffable. Vous regrettez de l'avoir Non, récupéré je ne regrette d'une certaine pas. manière J'en ai hérité en 88, j'ai attendu 91 avant de me décider à faire des travaux. J'ai voulu avoir une période de réflexion en me disant je venais de terminer mes études, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'occupe de Parentigna? Dans ces cas-là, ça va forcément conditionner ma vie parce qu'il faut quand même avoir du temps, ou est-ce que je laisse tomber et je passe à autre chose? Juste un ordre d'idée, rénover comme ça, juste cet escalier, il y en a pour combien de centaines de milliers d'euros? Oh, cet escalier, il a déjà été rénové sur la structure. Vous voyez, il y a des poutres qui ont été changées. Il y avait déjà des poutres qui avaient été changées au 19e. Donc la structure est bonne. Maintenant, c'est une question de décoration. Après, ça dépend à qui vous vous adressez. Si vous prenez un décorateur très cher et très à la mode, ça va coûter des centaines de milliers d'euros. Si vous faites ça plus simplement, comme ça devait l'être d'ailleurs dans une maison auvergnate, ça peut rester raisonnable. Quand on hérite, eh bien justement, il faut entretenir le patrimoine. Nous partons à Vic-sur-Cère, où une famille se transmet de génération en génération un patrimoine, un héritage, qui va bien au-delà de l'identité culturelle de la famille. C'est aussi une affaire de gastronomie.
J'ai repris la suite de l'établissement de mes parents dans les années 2000. Donc je suis né en 1968 et mes parents ont repris cet établissement en 1968. Les vacances scolaires, je les passais dans l'hôtel. Les clients, c'était des amis, on partait en promenade ensemble, c'était des très bons moments de partage. Donc des moments de vie qui font qu'on a envie de continuer ça, quoi. Dans un premier temps, je ne vais pas reprendre l'affaire, forcément. En fait, le fait de partir travailler à Paris, à l'étranger, ça m'a fait comprendre l'attachement que j'avais à la région et à cet établissement. En fait, il faut partir pour savoir ce qu'on laisse, quoi. J'ai d'abord travaillé avec mes parents. Donc après, ça s'est fait petit à petit. Hein. Donc, quand j'étais revenu avec mon épouse, on a repris l'affaire. Après, on a travaillé ensemble, mon père et moi. Hein, on travaillait en famille, en fait. Hein, c'est une affaire de famille. Hein. Et petit à petit, on a pris les rênes de l'entreprise. J'ai jamais eu de pression particulière. En fait, la pression, c'est peut-être moi qui l'a suivie. Parce que pour moi, c'est quand même... je suis attaché, quoi, sentimentalement. Et on a envie de bien faire, on a envie de poursuivre l'aventure de mes parents. Parce que quand on sait l'investissement qu'ils ont mis là-dedans, après, on le fait par plaisir et par passion, voilà, surtout. On essaye de garder une certaine continuité, une certaine image de l'entreprise. Parce que bon, les clients, quand on est un restaurant, ils viennent pour manger certains plats. Moi, il y a des plats que ça fait 30 ans qu'on les fait. Et les gens, ils viennent exprès pour le manger. Comme il y a la truite, il y a le millefeuille, il y a les riz de veau, on a la viande salaire. On apprécie travailler avec les produits de chez nous, les produits du terroir. On trouve une certaine sécurité, du plaisir. Ça, c'est très valorisant comme métier. C'est une continuité. Mais après, à côté de ça, en fait, tout ce qui change, c'est la présentation, c'est le décor, c'est les petites touches, en fait. La cuisine reste toujours la cuisine, c'est le goût qui fait la différence. Et après, c'est vrai que c'est une transmission. Mon père a une certaine habitude de la cuisine. Et lui, c'est un cuisinier né, c'est un passionné. Je veux dire, il passait sa vie dans la cuisine, quoi. Donc après, quand tu vois ton père comme ça, à côté de toi, qui travaille, on est côte à côte, c'est quand même c'est très fort. On se transmet un savoir-faire sans même s'en rendre compte, quoi, sans se parler. C'est juste par les gestes, juste par les regards, ou juste par les attitudes. On a de la chance d'avoir un petit ruisseau qui traverse le jardin de l'hôtel. En fait, l'histoire, c'est que mon grand-père était maçon. C'est lui qui avait fait le bassin pour qu'on ait les truites toujours fraîches pour servir aux clients. Et ça fait pratiquement 50 ans maintenant. Et comme ça, on a la chance de pouvoir aller pêcher la truite au moment pour servir aux clients. On peut la servir au bleu, aux amandes, au lard. Et ça, c'est un plaisir. Aller à la pêche, attraper des truites vivantes et travailler des produits comme ça, c'est unique, quoi. Ça n'existe pas. J'ai des clients qui m'ont connu, j'avais 10 ans, j'étais pas plus grand que le comptoir, et qui continuent à venir manger chez moi, et c'est toute une continuité, tout ça, c'est des valeurs humaines. La meilleure publicité d'un établissement, c'est le bouche-à-oreille, hein, ça c'est évident. Hein. Après, on peut faire de la publicité, mais ça dure un certain temps. Les gens, ils suivent une famille, ils suivent une maison, et les clients souvent nous soutiennent. Voilà, c'est très important, ça, je trouve. J'ai la chance d'avoir 2 enfants, une fille et un garçon. Ils sont encore dans les études. Après, pour l'instant, ils ne s'orientent pas du tout vers la restauration. Donc après, bon, mon fils, il vient de temps en temps, il me donne un coup de main. C'est vrai que quelque part, on aimerait bien transmettre à ses enfants. La transmission d'une entreprise, c'est un gros souci. On se demande comment ça va finir. On aimerait bien que ça continue, parce que c'est des valeurs. C'est faire plaisir aux gens, c'est partager. Donc trouver des gens qui aient envie de transmettre ces valeurs.
c'est une vie très enrichissante, hein. On partage avec plein de gens, on a des journées, on ne les voit pas passer, mais les valeurs humaines ont été transmises, ça je pense.